Bonjour. La dernière fois, nous avons rendu hommage à un grand chercheur, à la fois musulman et universel, Fouad Itzkin, qui est mort en juin dernier. Et ses funérailles ont attiré tout le gouvernement turc et le président Erdogan lui-même. C'est dire l'importance accordée par la Turquie actuelle à cet ancien professeur à l'université d'Istanbul, mais forcé à l'exil par le coup d'État des militaires laïcistes en 1960, ce qui l'a obligé à s'exiler en Allemagne, où il a fait une très brillante carrière qui l'a amené à ouvrir l'Institut de l'histoire des sciences et technologies en islam, rattaché à l'Université de Francfort. La dernière fois, nous avons rappelé à grands traits son itinéraire fabuleux, mais un personnage aussi considérable mérite de plus long développement que l'histoire événementielle. Et j'ai demandé à Samira Bentorki Saïdi, qui l'a bien connue et qui lui est reconnaissante parce qu'il l'a aidé pour sa recherche sur la découverte de l'Amérique par les navigateurs arabes. Nous lui consacrons une deuxième émission parce que la première n'a même pas satisfait ce qu'on appelle les muqtasid, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Aujourd'hui, nous essayons de relier les principales étapes de cette brillante carrière à plusieurs problématiques. D'abord, celle de la fuite des matières grises des pays musulmans vers l'Europe. Deuxièmement, l'évolution et les avatars des études islamiques, avec des comparaisons avec les pays voisins de l'Allemagne, notamment la France. Et troisièmement, les difficultés de décollage de la recherche universitaire dans les pays musulmans, malgré les meilleures volontés du monde. Donc, Samira, merci d'avoir accepté de revenir nous parler de ce grand monsieur. Et habituellement, les musulmans qui immigrent en Occident, qui font carrière en tendance à l'assimilation et à la rupture, au moins momentanée, avec les pays d'origine. Ce n'est pas le cas de Fouad Itzkin. Permettez-moi pour commencer de souligner le fait qu'en ce mois où le patrimoine culturel et scientifique occidental européen est mis à l'honneur par un certain nombre par le biais d'un certain nombre d'institutions françaises et européennes, de dire que nous devons, en tant qu'arabo-musulmans, de conjuguer le patrimoine culturel et scientifique arabo-musulman au passé, au présent et au futur. Parce que s'il n'avait pas tant d'importance, les historiens ne s'attelleraient pas à la tâche de sa falsification. L'histoire a été écrite en se basant sur les passions, sur le fanatisme religieux, ensuite sur le fanatisme politique, et on a mis de côté, on a ignoré, on a omis de mettre devant les yeux du public, qu'il soit à l'école ou à l'université ou tout simplement devant son écran de télévision, certaines vérités scientifiques qui ont été mises, entre guillemets, devant les yeux du grand public par le grand Fouad Itzkin. Alors, Fouad Itzkin a commencé par des études religieuses. Sa thèse porte sur Majaz al-Qur'an, c'est-à-dire la métaphore, les études d'ordre philologique du Coran, ce qui l'a amené à lire Bukhari. Et dans Bukhari, il a découvert des citations récurrentes d'un certain Ma'mar. Bukhari se contentait de l'appeler Ma'mar parce qu'il n'y avait pas d'autre Ma'mar célèbre. Et en fait, il s'appelait Abu Ubaïda Ma'mar ibn al-Muthanna al-Taymi al-Basri, mort en 209 de l'Hégire et auteur d'un Majaz al-Qur'an. Donc il a découvert la nécessité d'une maîtrise de la philologie, puis de la linguistique, pour bien étudier les textes fondateurs de l'islam.
Maintenant, malgré les révisionnismes, voire les négationnismes, on reconnaît quand même aux musulmans un apport sur le plan religieux. La preuve, c'est le grand intérêt pour le soufisme chez beaucoup d'Européens convertis et même des non-Européens. Mais Fouad Seskine a cette spécificité d'avoir commencé par des études purement religieuses et il est passé à des études très pointues sur l'histoire des sciences exactes et de la technologie. Oui. Il a donc alors, par la suite. Les orientalismes actuels ne peuvent pas dénier la valeur philologique des siècles de l'islam, mais ils continuent à nier l'apport de l'islam sur le plan scientifique et technologique. La preuve, c'est que dans Fouad Seskine s'est plaint d'une délégation d'orientalistes, néo-orientalistes français, venus le voir en 2003, avec comme projet de faire une exposition à Paris sur la science dite arabe. Ils l'ont vu 3 fois, mais à la fin, ils lui ont dit nous ne croyons pas que la science arabe soit digne d'intérêt au point de justifier une exposition. Et je suppose que ça doit être une délégation qui est en rapport avec l'Institut du monde arabe. Et nous avons essayé de montrer la dernière fois la différence astronomique qu'il y a entre l'Institut de Francfort et les activités routinières de l'Institut du monde arabe à Paris. Sans parler précisément de l'Institut du monde arabe, tous les instituts par le passé ont essayé d'une manière ou d'une autre de nier l'apport de la civilisation arabo-musulmane aux sciences de l'humanité. Et comme l'ont dit un certain nombre d'auteurs par le passé, aussi bien Fouad Seskine que Sigrid Hunke ou George Sarton ou Ahmad Jabbar et Frank Rosenthal. Par exemple, en ce qui concerne Sigrid Hunke, elle souligne le fait que, mis à part leurs chiffres, leurs algèbres et leurs astrolabes, aucune des créations de ces grands pionniers n'a obtenu le copyright de l'Occident. Bien au contraire, un bon nombre d'inventions arabes portent aujourd'hui une marque de fabrique anglaise, française ou allemande. Par ailleurs, Fouad Seskine ajoute qu'au IIIe siècle de l'Hégire, les astronomes arabes de confession musulmane possédaient de meilleures méthodes de calcul, de meilleurs instruments de mesure et d'observation et de meilleures techniques d'observation que les Grecs, les Indiens et les Perses. Cependant, on fait de nous de simples facteurs qui ont apporté à l'humanité du XXe siècle ou des siècles suivants ce qui a été inventé ou développé par les Grecs. En France, ça n'a pas été toujours le cas, puisqu'il rend un hommage appuyé à Sédio et à son fils, qui ont été les pionniers des études concernant l'histoire de la science dite arabe. Et ils étaient contestés notamment sur la paternité de la deuxième inégalité de la Lune en astronomie. Et jusqu'à la fin de sa vie, le fils Sédio n'arrêtait pas de produire des arguments pour démontrer que c'est une découverte purement arabe. Oui, donc, mais... même dans le cas Massignon, Arnaldez aussi ont beaucoup apporté, mais ils ne se sont pas spécialisés dans la science et la technologie arabe, comme l'a fait Fouad Seskine, alors qu'il aurait pu continuer des études de kalam, ou de akhlaq, ou de soufisme, puisque c'est à la mode maintenant. Et il a voulu montrer que la civilisation musulmane a été grande, les États musulmans ont été puissants parce qu'ils avaient une activité scientifique conséquente. Vous savez, vous êtes en train de parler de ce fait, et je suis en train de penser au fait qu'en 1960, il y a eu le fameux coup d'État en Turquie qui a quelque part obligé le Fouad Seskine à se rendre en Allemagne. Ça a été un bien en soi. Ça a été un bien en soi parce qu'il nous a permis... Voilà. Mais il raconte le détail. Oui. Il dit, bon, il a appris le coup d'État, oui. mais il est parti faire son cours. Et il entend les adolescents vendaient les journaux à l'entrée de la fac et il répétait la une du journal. Il entendait le vendeur dire 150 professeurs d'université sont interdits d'enseignement. Il achète le journal et il trouve son nom parmi les 150.
Oui, mais quelques dizaines d'années plus tard, c'est Fouad Sezgin qui est reçu par le président Erdogan, ce qui montre oui, qu'il y a eu tout de même un... Tel quel ayyam nudawiluha bayna an-nas, il y a tout de même eu un changement de vent et Fouad Sezgin avait le vent en coupe. Oui, mais justement, maintenant, Erdogan est très critiqué pour avoir arrêté des journalistes, etc. Mais on a tendance à oublier la brutalité et la dureté des généraux laïcistes qui interdisent, ils retiennent le délit d'opinion. C'est des atteintes grossières aux droits de l'homme. Oui. Et lui, il a beaucoup souffert parce qu'il est très attaché à Istanbul. Et lui, il est originaire, je crois, du côté d'Erzurum, là, vers l'est, la région montagneuse. Mais il est devenu un Stambouliote, comme on dit. Il avait beaucoup souffert de cet exil, mais il a trouvé le moyen de compenser et de changer d'abord d'orientation. Mais tout ça, ce qui est important, c'est de rappeler que son maître, c'était Ritter, oui, le fondateur de Der Islam, une très grande revue islamologique. Et c'est Ritter qui était détaché en Turquie, qui l'a poussé à étudier, à découvrir les richesses qu'il y avait dans les 200 000 manuscrits arabes de la Souleymania à Istanbul. Oui, de plus, Ritter était un professeur qui était très craint par ses élèves. Et comme cela a été écrit dans le livre, quelquefois, il était le seul élève à se rendre à ses cours. Oui, les autres en avaient peur. Les autres en avaient peur. Oui, il ne tolérait même pas le quart d'heure académique cher aux Allemands. Il voulait la rigueur. Il demandait aux élèves, vous travaillez combien par jour? Si c'est inférieur à 17 ou 18 heures, il dit c'est pas beaucoup. Alors, mais Fouad Sezgin travaillait plus que 17 heures par jour. Oui, et il a mis en pratique les conseils qui lui avaient été donnés par Ritter et qui avaient également été donnés à d'autres étudiants qui ne l'ont pas suivi. Et Dieu merci, enfin, grâce à cette volonté qu'il avait, et grâce à Dieu bien entendu, il a pu nous faire bénéficier de toutes ces recherches plusieurs dizaines d'années plus tard. Or, il faut savoir cependant que c'est en 1967 qu'il a commencé à écrire sa fameuse encyclopédie sur l'histoire des sciences arabo-musulmanes, donc en 1967, et il est composé de 17 volumes. Et à l'heure de sa mort, il était en train d'en écrire le 18e. Ah oui, mais alors il faut rappeler l'historique de cette encyclopédie. C'est parce que, il consultait comme tout le monde le livre de Karl Brockelmann, qui était inspiré du Fihrist d'Ibn Nadim, donc qui était vraiment la Bible de tous les orientalistes. C'est un classement par ordre alphabétique des auteurs, il vous renvoie aux revues, aux livres qu'il a écrits et même les manuscrits. Et au fur et à mesure qu'il lisait les manuscrits d'Istanbul, il a découvert un nombre de plus en plus croissant d'erreurs parfois grossières chez Brockelmann, dont il dit qu'il n'aimait pas les musulmans. En tous les cas, il ne les aimait pas, mais quelque part, il a quand même souligné la supériorité des Arabes dans le domaine de la philologie. Qui est Brockelmann. Karl Brockelmann, oui. Oui, bien sûr. Oui, mais par rapport à Ritter et par rapport aux autres, il y a une tradition arabophile et islamophile en Allemagne depuis très longtemps. Oui. Or, Brockelmann était un peu en retrait sous prétexte d'objectivité. Mais il s'est mis à recenser et à écrire les erreurs contenues dans le livre de Brockelmann. Et il voulait rééditer Brockelmann avec des notes marginales soulignant les erreurs. Mais il a décidé d'aller au-delà et il s'est mis à écrire les premiers volumes là, de cette encyclopédie de 18 tomes. Et la première, c'était sur les sciences religieuses. La deuxième, sur la poésie arabe. Poésie seulement, pas la littérature. Oui. Et donc, il était en train d'écrire ces volumes quand les rédacteurs de l'encyclopédie de l'islam, donc qui est publié à Leiden, en Pays-Bas, voulaient constituer une commission pour la réédition,
revue et corrigée de Brockelmann. Et Ritter l'envoie et il trouve les orientalistes reconnaissaient que ça ne peut être que l'œuvre d'une commission. Une seule personne, ils ont décrété qu'elle est incapable. Et quand on a, alors parmi les jeunes orientalistes de l'époque, il y avait le fameux Bernard Lewis, qui est passé pour un turcophile, qui a écrit sur la Turquie moderne, là, depuis le XVIIIe siècle. Et il a dit, je ne crois pas les Turcs capables de faire un travail comme ça. Parce qu'ils ont eu vent, par un autre éditeur, du projet de Fouad Siskin. Et c'est à ce moment-là que, quand l'éditeur a dit qu'il était en train, il a édité plusieurs cahiers, comme ils disent. C'est à ce moment-là que la commission a renoncé à ce travail, a renoncé à son racisme anti-turc, parce que la formulation de Bernard Lewis, ça voulait dire que tous les Turcs sont des incapables, il n'y a que lui ou les Occidentaux. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont inclinés devant Fouad Siskin quand ils ont vu la richesse de ce qu'il a apporté. Mais vous savez, lorsque cela vient d'occidentaux à l'encontre d'un Turc ou d'un arabo-musulman, c'est une chose. Parce que quelque part, ils essaient de défendre leur civilisation, leur histoire, leur patrimoine qui en réalité nous appartient. Mais lorsque vous avez face à vous un chef d'État d'un pays arabe qui vous dit بنشوف إذا العرب كانوا موجودين بأمريكا قبل كريستوفر كولومبوس, on verra, on va voir si les Arabes étaient en Amérique avant Christophe Colomb, avec haine, vous allez dire que quelque part, si les Occidentaux ont eu un tel comportement vis-à-vis de Fouad Siskin, c'est quelque part légitime. Oui, mais qu'est-ce qui légitime le comportement d'un chef d'État arabe face à mes recherches par rapport à la présence arabo-musulmane en Amérique? Le chef d'État arabe ne doit pas être un très grand savant d'abord, puisque nous savons qu'un des grands chefs d'un État du Proche-Orient qu'on ne nomme pas, à l'article de la mort, il a réuni ses fils qui étaient très nombreux, il leur a dit ne perdez pas votre temps à faire des études. Pour administrer les Arabes et non pas les gouverner, on n'a pas besoin d'être un très grand savant. Mais Fouad Siskin souffrait de cette situation, pas seulement des chefs d'État venus du désert ou d'ailleurs, mais sa particularité, c'est d'avoir essayé de tirer profit de sa position qu'il a acquise par 18 heures de travail par jour et plus. Pas de vacances, il s'est mis à étudier les langues de l'islam et les langues de l'islamologie, ce qui fait une quinzaine, voire 20. On lui attribue d'avoir manié 27 langues. Oui, manier ne veut pas dire maîtriser. Hein. Oui. Mais dont des langues sémitiques. Il voulait être utile aux musulmans. C'est-à-dire qu'il voyait beaucoup de chercheurs de qualité. C'était un chasseur de tête, comme on dit, mais qui n'avait pas les moyens. Donc il voulait les faire venir comme visiteurs, les bourses, les aider par des bibliographies. Et c'est ça qui... C'était pas un individualiste partisan de l'assimilation individuelle des islamisantes qui le couperaient du reste du monde. Il voulait être utile au monde musulman. Et il a fallu beaucoup de peine et de plusieurs tentatives pour convaincre les États arabes à financer son institut, ouvert à partir de 82, je crois. Oui, c'est bien 82, là, il y a dans ce livre très intéressant, traduit du turc, par un Égyptien, Kamal, et l'auteur s'appelle le docteur Erfan Yilmaz. Le traducteur, c'est Ahmed Kamal, un Égyptien. C'est un livre très, très riche parce que l'auteur a rencontré Fouad Siskin à l'occasion, comme tout le monde, de la foire du livre de Francfort. Oui. Et il dit, je passais plusieurs heures d'affilée, debout, il a dit, moi j'étais fatigué, jeune, mais Fouad était entraîné par ses explications. Il refusait de s'asseoir. Donc il a recueilli ses témoignages et il lui a dit toutes les difficultés. Il lui a dit les dirigeants de ces pays ne croient pas au savoir. Et il a raconté comment, lui, il a commencé par avoir le prix du roi Faisal pour lui.
Il a utilisé toute cette somme-là, il l'a mise pour faire fonctionner l'Institut, dont les Koweïtiens ont financé l'immeuble. Le reste des financements venait de la Libye et de l'Algérie. Et les autres pétromonarchies, sans doute à cause de la Libye surtout, ne voulaient pas financer. Mais malgré ça, il avait une volonté de faire et les difficultés ne le faisaient pas reculer. Justement, lorsque je l'ai rencontré, il a souligné le fait que durant 65 longues années, il avait essayé de convaincre les gouvernements des pays arabo-musulmans de la falsification de notre histoire et de l'oubli en fait de l'apport des arabo-musulmans, des inventeurs, de ces inventeurs, de ces géographes, de ces mathématiciens, astronomes, médecins, au développement des sciences. Et lui, il est comparable à Abdelaziz Durri, qui dans le domaine de l'histoire économique, c'est lui qui a introduit l'histoire économique dans l'islamologie, avec l'aide de Minorski, un orientaliste qui était à Oxford. Il a soutenu sa thèse en 1942. Il a dit les États musulmans étaient puissants parce qu'ils avaient une politique qui permettait une prospérité économique. On ne peut pas être puissant uniquement par les armées. Donc, une quinzaine d'années avant Cahen, il a introduit l'histoire économique à la fois en anglais et en arabe. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour Claude Cahen, mais j'ai parcouru son œuvre. Il ne cite pas une seule fois Abdelaziz Durri, qui lui le cite quand il est rentré à Bagdad. Or, Fouad Seskine a montré que ces États ont été puissants parce qu'ils avaient une production scientifique et technique. Et c'est ce qui l'a amené à mettre au point 800 machines à partir des descriptions qu'il trouve dans les manuscrits, dont on n'a pas trouvé les traces, mais qui ont fonctionné dans des laboratoires chez les Ashab al-Hirf. Et il dit que ces 800 ne représentent que 1% du dispositif matériel, les machines qui étaient à la disposition des grands savants musulmans. Il y a un certain nombre de machines et de dispositifs, procédés scientifiques qui avaient été également dessinés sur des miniatures et qui nous ont été transmis par les dessinateurs et par même les auteurs de ces œuvres, dont celle d'Al-Jazari, qui est donc un polymathe qui date du XIIe siècle, qui est l'auteur d'un certain nombre d'inventions que nous croirions être des inventions des temps modernes, mais qui en réalité étaient datées de plusieurs siècles, comme par exemple la machine à laver et d'autres machines également. Il s'est occupé aussi des sciences naturelles et notamment de l'agronomie, et tout ce qui concerne l'hydraulique, l'irrigation. Eh bien, lorsque vous allez dans son musée, il y a plusieurs départements et chaque département est spécialisé dans tel domaine de recherche des sciences. Ça peut être aussi bien la navigation. Donc tous les instruments de navigation ont été reconstitués. Vous allez du côté de la géographie, vous allez retrouver un certain nombre de cartes, dont celles qui ont été donc reprises du calife al-Ma'moun. Il y a d'autres, il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il l'a même il a reconstitué donc des astrolabes, mais également la caméra oscura d'Ibn Haytham, parce qu'on a tendance à croire que c'est Léonard de Vinci qui est l'auteur d'un certain nombre de découvertes et d'inventions et même de procédés expérimentaux scientifiques. En réalité, ça n'était pas lui, c'était véritablement les chercheurs, les inventeurs arabo-musulmans, les polymathes, tels Ibn Haytham, Al-Biruni, Al-Jazari, Al-Khawarizmi. Nous avons une... Ibn Younes aussi. Ibn Younes, il y en a énormément. Il y a Sind Ibn Ali également. On nous parle de Gérard Mercator, d'un certain Castaldi, d'Ortelius. Or, ces cartographes européens, en réalité, avaient copié sur les géographes qui étaient à Bagdad du temps d'Al-Ma'moun. En réalité, toute l'histoire des sciences est à reprendre
afin qu'elle soit en fait transmise aux générations actuelles et futures, pour qu'elles préparent leur révolution scientifique. Oui, alors lui, c'est quelqu'un de vraiment à part, puisque bon, quelqu'un comme Massignon l'aurait soutenu, parce que Massignon s'était intéressé à ça. Il s'est intéressé à l'alchimie chez Ibn Jubayr, ou Jubayr. Ibn Jubayr, oui. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est cette délégation de 2003 qui revient le voir ou de 3 voyages pour lui dire nous ne croyons pas à l'apport des musulmans dans le domaine des sciences exactes. Donc ils montrent un peu leur ignorance. Et puis c'est les effets, on peut essayer de mettre des hypothèses, c'est les effets de la politisation de l'islamologie, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus qu'à l'islam politique. Pas à l'histoire intellectuelle, l'histoire des sciences, l'histoire des idées. Et 2003, qu'est-ce qui s'est passé? L'année de la guerre, la deuxième guerre américaine contre l'Irak. Pourtant, Chirac s'était démarqué, mais c'est sans doute des élèves, des admirateurs de Bernard Lewis qui ont été à l'origine de cette énormité. Eh bien, il faut savoir déjà que parmi les scientifiques, ou parmi les chercheurs, en tous les cas dans le domaine des sciences, ceux qui ont essayé de nier l'apport des arabo-musulmans, ce sont ceux qui n'étaient pas arabisants, du temps de Fouad Seskine. Et il faut savoir également qu'il y a un certain nombre de chercheurs occidentaux dans le domaine aussi bien de l'archéologie que de la linguistique ou de tout autre domaine, qui ont souligné le fait qu'il y ait un chapitre de l'histoire de l'humanité qui a disparu des archives, des annales historiques. Et par exemple, l'homme qui a parlé de cela, c'est un certain professeur de Harvard qui s'appelle Barry Fell, qui faisait également référence aux Arabes, à leur connaissance dans le domaine de la navigation, à leur présence sur le continent américain avant Christophe Colomb, qui a été effacé et qui a été nié. Donc ce déni dans lequel se trouvent ces chercheurs qui, en 2003, sont allés voir Fouad Seskine pour essayer de nouveau d'enterrer l'histoire de la civilisation arabo-musulmane, font partie de ceux qui ont essayé, durant ces siècles passés, de falsifier toute l'histoire de l'humanité. Et ces gens-là font croire au monde que durant les premiers siècles de l'islam et le XVe siècle, il n'y a pas eu d'apport des arabo-musulmans. Or, au contraire, comme l'a souligné Fouad Seskine à travers ses recherches, il y a beaucoup de choses qui ont été réfutées par les Occidentaux comme étant une production purement européenne, mais qui étaient, bien au-delà de cela, des productions arabes et des productions arabo-musulmanes. J'insiste sur le terme arabe parce que de nos jours, on essaye d'effacer le mot arabe du dictionnaire, de l'histoire, de la géographie. Et pourtant, lui, il n'est pas arabe. Et pourtant, il n'est pas arabe, il est turc. Oui. Non, mais il a réussi à faire école en partie en Turquie, notamment. Ce traducteur est un médecin d'Izmir, où il y a un département pour les sciences de la vie. Donc, ce n'est pas seulement la biologie. Il y a on étudie les animaux. Or, lui, il a exhumé des manuscrits que des auteurs arabes ont consacrés aux animaux. Oui. Oui. Aux animaux, parce qu'il y a la plantes. classification, le nabat, le hayawan, la minéralogie. Et lui, il dit que l'un des premiers livres que Ritter lui a conseillé de lire attentivement, c'était Ihya Ulumuddin de Razali. D'abord pour la langue, et puis pour le côté de la précision de la pensée, la dialectique. Vous savez, il y a un chercheur également qui s'appelle Franz Rosenthal qui a dit « Sans cette position centrale, voire cette vénération, pour ainsi dire, religieuse du savoir inhérent à l'islam, l'activité de traduction aurait probablement été moins scientifique et d'une moindre portée. » Là, Rosenthal, c'est un spécialiste de la pensée politique. Oui.
Là, il y a tout de même, nous avons tout de même de grands penseurs, de grands chercheurs qui étaient objectifs et qui ont essayé de souligner l'apport des arabo-musulmans à l'histoire de l'humanité. Parce que là, nous sommes en train de parler d'une partie de l'histoire qui concerne toute l'humanité. Mais simplement, cette partie, durant cette période-là, c'était une ère culturelle arabo-musulmane. Donc ce sont les arabo-musulmans qui avaient les compétences pour ce faire. Parce que par ailleurs, par exemple en Occident, il y avait donc l'Église catholique qui était particulièrement opposée à toute recherche scientifique. Et les chercheurs ont eu cette bouffée d'air dont ils avaient besoin pour justement développer les sciences. Et il faisait appel aux arabo-musulmans. Lui, il dit quelque part que les idées de Galilée, là, pour lesquelles il était condamné, on les trouve dans des manuscrits du IXe siècle. Du IXe siècle, du Xe siècle, du XIe siècle. Notamment un auteur là, qui a été le conseiller scientifique de Azout Daoula du temps des Bouhiyin, la dynastie chiite imamite de Bagdad. Oui, mais on peut essayer d'expliquer ce déni là, qui montre l'ignorance de ces types-là, à moins qu'ils aient la délégation française de 2003, elle déshonore l'islamologie française. C'est depuis Sédio jusqu'à Arnaldez et Massignon. Mais je suppose que ce sont les effets à long terme de la politisation de l'islamologie. On n'étudie que l'islam politique à des fins sécuritaires, et puis on revisite toute l'histoire de l'islam à travers les normes de l'histoire sécuritaire. Je cite un seul exemple. On vient d'avoir un rapport de l'Institut Montaigne qui en est à son 3e en moins d'1 an sur l'islam. Alors, pour nous expliquer le radicalisme d'aujourd'hui, ce brillant essayiste, mais complètement fâché avec l'histoire, nous met le Cheikh Waliullah ad-Dahlaoui comme étant l'ancêtre des radicalismes d'aujourd'hui. Alors que Cheikh Waliullah ad-Dahlaoui était étudié par Jacques Berck au Collège de France, et Jacques Berck était approvisionné de documents que les orientalistes ne connaissaient pas par Hamidullah. Hamidullah m'a dit, moi j'ai pas le temps de l'étudier. Jacques Berck a dit, c'est le Jean-Jacques Rousseau en langue arabe des musulmans de la moitié du XVIIIe siècle. Il le compare à Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il était l'origine de l'idée d'irtifaq, qu'on compare avec les théories sur le développement économique qui assure l'épanouissement de l'individu. Et l'irtifaq, ça vient de Surat al-Kahf, « وَيَجْعَلْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا » et dans un autre verset, « murtafaqa », c'est-à-dire « marafiq al-hayat ». Et il est l'auteur aussi de la théorie de l'iqtirab, c'est-à-dire on sait que plus on s'élève sur l'échelle sociale, plus on a tendance à s'éloigner du religieux. Or, Cheikh Waliullah a dit il faut que les États musulmans assurent ce qui permet à l'individu de s'épanouir, mais plus il s'épanouit, plus il doit se rapprocher de Dieu. C'est la grande différence avec le laïcisme de l'Europe depuis quelques siècles qui a renoncé à cette idée de plénitude. C'est le matériel, le technique, le loisir, etc. Et Jacques Berck lui consacre un chapitre dans l'islam au défi. Or, ce nouveau venu dans le monde de l'islamologie veut lui coller une fiche S à titre posthume. C'est vraiment un signe de décadence de l'islamologie. Et je suppose que la délégation de 2003 à Francfort raisonnait un peu comme ce prosateur, dont je ne citerai pas le nom. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais au début de cette émission, à partir du moment où vous avez face à vous des chefs d'État, des représentants de pays arabo-musulmans qui essayent de taire l'apport de la civilisation arabo-musulmane aux sciences, au développement de l'humanité, comment voulez-vous que des personnes qui soient issues d'un monde occidental soulignent la présence ou l'apport des arabo-musulmans à l'humanité ? Il y a aussi des arrière-pensées
on détache les élites des pays arabes et musulmans de leur patrimoine, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient tributaires de ce qui se fait dans les capitales occidentales. Donc ça implique une importation d'abord des idées, puis des autres produits. C'est comme les Américains sont contre le développement de l'agriculture des pays africains et asiatiques pour qu'ils restent les clients du lobby agroalimentaire américain. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est durant les années 30 ou 40, les Turcs étaient capables de construire leur propre voiture. C'est ce que nous a dit Hamidullah, oui. Oui, et pour ne pas gêner l'importation de voitures européennes, on a interdit aux ingénieurs turcs de de commercialiser ces fameuses voitures. Ils ont dû tout détruire. C'est dire l'influence que l'économie... On connaît le précédent. Quand Mohamed Ali voulait avoir une industrie textile, il s'est lancé parce que le coton est très facile à cultiver sur la vallée du Nil, mais les premières industries égyptiennes constituaient une menace pour l'industrie textile des villes britanniques. Et les Britanniques ont réglé ça en envoyant leurs canonnières menacées de bombarder, et c'est sous l'effet de cette menace que Mohamed Ali a renoncé à cette industrialisation précoce. Oui. Or, on a maintenant, quand c'est des gens qui vivent, qui ont étudié à l'Institut français du Caire à Damas, ils ont été les invités des pays arabes, et puis après ils veulent développer faire durer encore cette dépendance. C'est vraiment, d'abord, c'est pas bon pour l'autonomie du savoir, de la recherche scientifique par rapport aux différents lobbies militaro-industriels, agroalimentaires, etc. Alors maintenant, chacun rêve d'être le conseiller d'une officine occulte ou de ce genre d'industrie. Et il y a un recul par rapport à ce qui s'est passé avec Oxford. L'université égyptienne voulait introduire la psychanalyse au programme. Donc ils ont envoyé une délégation de professeurs à Oxford pour leur demander comment la bibliographie, comment commencer à enseigner les différents niveaux. Et le chef de département d'Oxford leur a dit commencez par le Shifa d'Ibn Sina. Il a dit nous, on trouve des éléments de psychanalyse dans ce vieux texte. Après, vous passez à la psychanalyse freudienne ou jungienne. Donc voilà quelqu'un d'honnête, il a dit commencez par chercher chez vous, en vous. Eh bien, lorsque j'étais en train de faire mes recherches sur la navigation et sur la présence arabo-musulmane en Amérique avant Christophe Colomb, je suis tombée sur un certain nombre d'écrits, d'ouvrages par des scientifiques, par des chercheurs américains qui étaient juifs et chrétiens. Et l'un d'eux, par exemple, Cyrus Gordon, qui était spécialiste en archéologie et en linguistique, s'est adressé aux Arabes, aux intellectuels arabes, pour leur dire comment se fait-il que vous ayez oublié le Coran dans vos écrits. Il s'adresse également aux Turcs et il leur dit pourquoi est-ce que vous avez oublié votre histoire, en oubliant même l'écriture avec l'alphabet arabe. Il leur a souligné le fait que depuis 1923, les Turcs n'avaient plus accès à leur patrimoine historique. Il s'est adressé également aux Perses pour leur dire qu'ils avaient oublié leur histoire. Il est tout de même affligeant de voir que ce sont les autres qui sont en train de nous dire que, quelque part, vous avez mis de côté votre histoire, votre héritage. Et donc, comment, par la suite, reprocher aux autres ce que nous-mêmes, nous avons oublié ? Comment peut-on reprocher à un occidental d'avoir, à ces trois hommes qui sont allés voir Fouad Seskin pour lui dire oublier quelque part l'histoire de l'apport des arabo-musulmans? Comment pouvez-vous leur en vouloir lorsque vous avez de votre côté des gens qui essaient de tout faire pour que vous abandonniez vos projets qui pourtant ne visent qu'à promouvoir l'histoire de la civilisation arabo-musulmane? Le problème, pour moi, ce ne sont pas les autres, ce sont les nôtres. Oui, mais les deux courants méritent d'être critiqués en s'appuyant sur une tradition islamologique de non-musulmans. Par exemple, Massignon, en 1957, a écrit
en pleine guerre d'Algérie, nous mettons toutes nos méthodes de recherche linguistique et sociologique au service de la Renaissance arabe. Donc, ce qui nuance un peu les accusations parfois fondées d'Edouard Saïd, mais dans le cas de Massignon, deuxième partie de sa vie, de Jacques Berck, de Monteil, etc., c'est des gens qui voulaient accompagner donc, le retour des Arabes et du monde musulman dans l'histoire et accompagnement par scientifique. Et Fouad Seskine, en tant que musulman, a joué ce rôle-là, mais de manière beaucoup plus grandiose, puisqu'il ne s'est pas contenté des 17 volumes, il a écrit encore 5 volumes, dont on me dit que ça a été traduit en français, Science and Technology in Islam. Oui, il a été traduit dans plusieurs langues. Notamment en français. Oui, notamment en français, oui. Et jusqu'à la fin de sa vie, il rédigeait le 18e volume. Il n'a pas voulu... Bon, il a arrêté l'enseignement. Il a fait des prolongations, mais à la fin, il ne voulait pas arrêter la recherche et continuer à encadrer les chercheurs. Oui, heureusement pour nous. Parce que... Mais on voulait le débarquer de l'Institut. Oui, à la fin de sa vie. 2-3 ans. Oui, oui. À la fin de sa vie, oui, effectivement, il y a eu un problème en ce qui concerne, on va dire, pas les droits d'auteur, mais en ce qui concerne les artefacts et les livres qui se trouvaient dans son institut. Oui. Apparemment, il a été poursuivi en justice parce qu'il voulait rapatrier en Turquie ses livres personnels. Ça, c'est scandaleux aussi. Ses livres personnels. Ça, c'est un peu comme les Américains qui, les placements arabes au moment de la guerre de 2003, ils interdisaient que les titulaires de comptes les fassent sortir des États-Unis. Donc, et sur la rétention du savoir, c'est sa bibliothèque privée, il peut la mettre là où il veut, mais il y a une sorte de protectionnisme, de préférence nationale aussi. Bon, donc, merci beaucoup. On a essayé d'approfondir un peu la présentation de ce grand savant, donc, qui est resté attaché au monde musulman, alors malgré son succès individuel, qui a choisi l'Allemagne et a bénéficié un peu de la continuation des études islamiques traditionnelles en Allemagne. En toute liberté. Oui. Et donc, c'est maintenant qu'il y a les musulmans, on considère que c'est l'énième État de l'Union européenne. On évalue à 20 millions le nombre de musulmans qui ont une élite. C'est à eux qu'il appartient de continuer cette belle tradition de Fouad Seskine, Allah yarhamou. Et donc, on prie pour lui et on fait connaître sa production qui est considérable. Oui. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Inch'Allah.